Dans cette vidéo, nous allons étudier la réflexion d'une onde se propageant dans une corde. Jusqu'à présent, nous avons étudié la propagation d'une onde dans une corde de longueur infinie. Nous allons maintenant voir ce qui se passe lorsque l'onde rencontre un obstacle, représenté ici par la fixation de la corde opposée à sa source. Notre onde se propage dans la corde. Nous pouvons constater que lorsqu'elle va arriver en bout de corde, le point de fixation conserve une élongation nulle. Observons maintenant le phénomène avec une extrémité libre. On remarque qu'arrivé en bout de corde, l'élongation du point de fixation est supérieure à l'élongation de l'onde incidente. Une étude plus approfondie montre que cette élongation est le double de celle de l'onde incidente. Pour bien comprendre ce phénomène, il faut avant tout se rappeler que lorsqu'un point d'une corde est soumise à deux ondes différentes, l'élongation totale de ce point est égale à la somme des élongations de chacune des deux ondes. Étudions maintenant le phénomène en le simplifiant et en remplaçant l'onde par une impulsion. Arrivé en bout de corde, nous observons que l'élongation de l'impulsion au niveau du point de fixation est restée nulle, et que l'impulsion revient, mais avec une élongation inversée. Imaginons qu'au lieu d'avoir une extrémité fixe, la corde se prolonge. Nous pourrions observer le même effet que celui produit par la réflexion si nous imaginons qu'une autre onde ou impulsion se propage dans la partie imaginaire, virtuelle de la corde, à la même vitesse, mais en sens inverse à celui de notre onde incidente. À leur rencontre, au niveau de l'extrémité, il faut que la somme des élongations soit nulle. Il faut pour cela que cette onde imaginaire ait une élongation opposée à celle de l'onde incidente. L'onde virtuelle doit donc impérativement être l'image produite par la symétrie centrale par rapport au point fixe de l'onde incidente. C'est ce que la simulation que nous venons d'observer nous a montré, et nous remarquons bien qu'au point de fixation, l'élongation de l'onde incidente additionnée à l'élongation de l'onde réfléchie s'annulait, et donc le point ne bougeait pas. Lorsqu'une onde ou une impulsion arrive à l'extrémité libre d'une corde, elle subit une réflexion sur cette extrémité. Cette réflexion se fait sans changement de signe de l'élongation. L'amplitude du mouvement de cette extrémité est le double de l'amplitude de l'onde incidente. Comme pour le cas de l'extrémité fixe, imaginons que notre corde soit prolongée au-delà de son extrémité libre. Supposons qu'une onde ou une perturbation se propage dans cette partie imaginaire de la corde. Nous pourrions observer le même effet que celui produit par la réflexion si l'onde virtuelle ou imaginaire se propageait dans la partie fictive de notre corde, à la même vitesse mais en sens inverse à celui de l'onde incidente. Pour pouvoir observer un effet analogue à celui d'une réflexion, il faut impérativement que l'élongation des deux ondes soit identique. L'onde imaginaire doit impérativement être l'image produite par la symétrie axiale par rapport à la verticale, passant par l'extrémité libre de l'onde incidente. Nous allons maintenant voir comment schématiser ces différents points. Commençons par représenter la réflexion d'une impulsion au niveau d'une extrémité fixe. Nous devons indiquer la partie réelle et virtuelle. Nous savons que l'impulsion provenant de la partie virtuelle doit être la symétrie centrale de l'impulsion provenant de la partie réelle. Donc on représente cette impulsion virtuelle. Ensuite, nous devons utiliser la vitesse de propagation de notre impulsion. Dans le cas de notre exemple, il s'agit d'un carré par unité de temps. Nous allons donc commencer par représenter notre impulsion réelle en la faisant avancer d'un carré. Donc toute l'impulsion se décale d'un carré. Maintenant, nous allons décaler d'un carré vers la partie réelle l'impulsion issue de la partie virtuelle. Et on constate que maintenant, nos deux impulsions, la réelle et la virtuelle, se chevauchent. Nous allons commencer par venir représenter la forme de la corde là où il n'y a qu'une seule impulsion, donc ici majoritairement la partie réelle. Nous savons que dans la partie virtuelle, là où il n'y a aussi qu'une seule impulsion, la forme n'a pas varié.
Le problème se pose là où nous avons le mélange des deux impulsions. Nous savons que l'élongation totale est égale à la somme des élongations. On va donc mesurer en 1 ou 2 points la valeur des élongations de la partie réelle et virtuelle pour venir les additionner. Et comme ça, nous aurons une image assez précise de la forme que va prendre notre quartz au moment de la réflexion. Ensuite, une fois que nous l'avons fait pour T1, nous recommençons, on avance tout d'un carré, et ainsi de suite, jusqu'à ce que la réflexion soit terminée. Nous allons maintenant représenter la réflexion d'une impulsion lorsque l'extrémité est libre. Dans le cas de l'extrémité fixe, l'onde provenant de la partie virtuelle est une symétrie axiale de l'onde provenant de la partie réelle. On va donc représenter cette onde dans la partie virtuelle. Ensuite, nous savons qu'elles vont toutes deux avancer d'un carré par unité de temps, la partie réelle vers la partie virtuelle et la partie virtuelle vers la partie réelle. On va donc avancer d'un carré vers la droite et vers la gauche les deux perturbations. On remarque de nouveau qu'il y a une partie où nos deux ondes se chevauchent. On représente d'abord la forme de la corde, là où il n'y a qu'une seule impulsion. Ensuite, la partie où les deux ondes se chevauchent, nous allons mesurer les élongations et les additionner pour avoir une idée générale de la forme de notre corde au voisinage de notre obstacle. Lorsque nous avons fini de représenter la corde au voisinage de l'obstacle, nous allons de nouveau faire avancer les deux perturbations à la vitesse donnée dans l'énoncé. Et ce, jusqu'à ce que la réflexion soit totalement terminée.